Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Het, Amoud Aleph, on va commencer par Tzadik Zayin, Amoud Bet, les 6 dernières lignes de la page, à partir des mots Ba'amine Rava et Rav Hizda. Rava a posé une question à Rav Hizda. Amalvet Havero Alamatbea, Veosifu Alav Mahu. Avant de traduire et d'expliquer la baya, le problème qu'a soumis Rava Rav Hizda, d'ailleurs qui était son beau-père, je voudrais juste dire que ce sujet est en rapport avec celui que nous avions vu précédemment. Au début de ce Hamoud, plutôt à la fin du Hamoud précédent, on avait vu une marloquette entre Rav et Shmuel à propos de, par exemple, un épicier qui a prêté à son voisin, un autre épicier, lui a dit, voilà, je vais te dépanner, je vais te donner la marchandise, mais on va fixer le prix de cette marchandise. Comme ça, si jamais tu dois me rendre, tu vas me rembourser cela en argent. Et ils ont fixé le montant, par exemple, 10 la'im. C'est là. Alors hier, j'ai donné l'exemple de pièces de monnaie en France, on s'en souvient encore, on a tous vécu cette transition franc-euro. Donc à un moment donné, la pièce de monnaie courante n'était plus valide. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter avec des francs. On ne peut acheter qu'avec des euros. D'accord ? Imaginons par exemple, j'ai dit, en Normandie, ils ont décidé de revenir aux francs. Eh bien, il n'y a plus d'euros en Normandie. C'est que des francs. Alors, imaginons que, voilà, la pièce de monnaie a été disqualifiée. Les deux épiciers, les deux voisins se trouvaient en Normandie. Quand ils avaient fixé le montant, il lui a dit par exemple, tu vas me payer 10 000 euros, mais maintenant, lui donner 10 000 euros, ça n'a plus de valeur. Alors, est-ce qu'il peut s'en sortir comme ça en lui donnant 10 000 euros, ou bien est-ce qu'il faut lui donner maintenant des francs qui correspondent à la valeur des 10 000 euros? Alors, Rav disait, Rav disait qu'il faut donc réactualiser le remboursement. À l'époque, c'était des euros, mais maintenant, des euros, ça n'a plus de valeur. Eh bien, il faut rembourser en francs par rapport à la valeur des 10 000 euros. Ça, c'est Rav. Shmuel disait que non, il peut lui donner 10 000 euros. Il lui dit, c'est où le problème? En Normandie? Eh bien, va les utiliser en Île-de-France. D'accord? Dans d'autres régions de la France, c'est encore valide. Alors, Rashi nous dit que la baria de Rava, elle se situe au niveau de l'opinion de Rav. Ça veut dire que Rav qui a dit qu'il faut actualiser dans le sens où il faut lui rembourser la monnaie courante en fonction de la monnaie actuelle et non pas en fonction de la monnaie précédente qui n'est plus d'actualité. Alors Rav qui a dit il faut rembourser en fonction du présent et pas en fonction du passé. Question. Que dirait Rav par rapport à une autre situation? Le gouvernement n'a pas disqualifié la pièce de monnaie courante, au contraire, il l'a agrandi. Par exemple, figurez-vous à l'époque où les pièces de monnaie en argent, c'était de l'argent massif. Alors, imaginons que c'était des sla'im, des pièces de monnaie, mais qui étaient petites. Le gouvernement a décidé d'agrandir les pièces. Elle faisait par exemple, je veux dire la pièce, elle faisait 10 grammes, maintenant elle fait 20 grammes. 20 grammes d'argent. Voilà, on a doublé. Mais ça reste des sla'im. Qu'est-ce que tu peux acheter? Tu peux acheter exactement la même chose qu'avant. A priori. A priori. Alors la Gemara dit comme ça. Quel est le din? Hamalvit havero la matbea veosifu alav.
Dans le même contexte, il a prêté à son voisin des fruits, des légumes, du vin, de l'huile. Il lui a dit, et tu me rembourseras tant de slaim. Mais maintenant, Hossifu alav, le gouvernement, Hossif, il a rajouté, c'est-à-dire il a agrandi les pièces. Donc il y a plus d'argent massif dans chaque pièce de monnaie. Mahou, est-ce que Rav, là également, il va dire qu'il faut actualiser, c'est-à-dire qu'il faut rembourser en fonction de la monnaie actuelle, mais il y a un problème de, aidez-moi s'il vous plaît, il y a un problème de ribit. Et c'est assourd de prêter avec intérêt. Je te prête 100 shekels, tu me rembourses 150 shekels. C'est assourd. Alors là aussi, il lui a prêté, c'est-à-dire il lui a donné de la marchandise, ils ont fixé un montant, et maintenant il lui rend un montant qui est plus important. Amarlo notenlo matbea yotze bota sha'a. Il lui dit, il doit rembourser en fonction de la monnaie actuelle. Par exemple, c'était 1000 slaim à l'époque, eh bien c'est 1000 slaim qui doit lui rembourser maintenant. Oui, mais 1000 slaim d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 1000 slaim d'autrefois. Car les 1000 slaim d'avant, chaque sela, il faisait 10 grammes d'argent, maintenant, c'est le double. Chaque monnaie, chaque pièce, elle fait le double en argent massif. 20 grammes. Il lui a dit malgré tout. Amarle va filoukinapia. Amarle in. Il lui a dit, dis-moi, et si la pièce de monnaie, elle a grandi, elle est aussi grande qu'un tamis de farine. Et là, ils ont agrandi beaucoup plus. Même pas que le double. Ils ont multiplié par 10 le volume. Il lui a dit oui, malgré tout. Il lui donne la monnaie courante. Ça s'appelait un sela, ça s'appelle un sela, il lui donne. Amarle à Filouki Tartia. Il lui a dit même s'il aura grandi à tel point que ça fait le volume de 6 œufs, Tartia. C'est Rova Akav. Tartia, c'était une échelle de mesure à l'époque. Tartia. Tartia, c'est le volume de 6 œufs. Rova Akav. Dans un cave, il y a 24 bétim. Vous vous rappelez comment on fait le calcul du cave? Dans un cave, il y a 4 cabines. Pardon, excusez-moi. Dans un cave, il y a 4 logim. Dans un log, il y a 6 bétim. 4 x 6, 24. Donc dans un cave, il y a 24 œufs. Divisé par 4, ça fait 6 œufs. Alors, pourquoi on n'appelle pas ça log? Puisque dans un log, il y a un volume de 6 œufs. Pourquoi on l'appelle tartia? C'est que log, on l'utilise pour le liquide. Tartia, on l'utilise pour le solide. Mais ça revient au même. C'est le même volume. 6 œufs. Bon, il lui a dit quoi? Et si la pièce, ils l'ont agrandi, ils l'ont grossi. Aujourd'hui, on a comme ça, des pièces géantes. Elles sont comme un tartia. D'accord? C'est énorme. Beaucoup plus d'argent massif dans cette pièce de monnaie. Il lui a parlé in. Il lui a dit oui, peu importe. Il lui a dit 1000 slaim, il lui rend 1000 slaim, et le sela, il a grandi, il a grossi, peu importe. Il lui rend en fonction de la monnaie courante. Il lui a dit Behakazailin Pere. Il lui a dit mais au niveau du marché, tu peux acheter beaucoup plus de fruits avec. Ça n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que si à l'époque tu pouvais acheter par exemple 10 kilos de fruits avec un sela, aujourd'hui, avec le sela d'aujourd'hui, tu t'achètes 100 kilos de fruits. Alors c'est du ribit. Comme ça dit Rashi. Regardez le dernier Rashi de la page. Ve'akazailin perot legabe matbeazu nimtza shemistaker betosefet ve'eno dome la rishonim ve'ave ribit. Donc le bonhomme, il a gagné le surplus puisque ces pièces ne ressemblent pas aux premières. Donc comment tu autorises une chose pareille? Mais c'est du ribit pur et dur. Dans le sens où, avant, avec, comme on avait dit par exemple, c'était 1000 slaim, tu pouvais acheter 1 tonne, aujourd'hui tu t'achètes 10 tonnes, alors, c'est ribit.
Amar Rav Ashi Hazinan. Im Hamativ'a Zaïl, Menakinan le. Ve'im Hamatav'a Zaïl, Lo Menakinan le. Il lui dit, eh ben tu as raison. La Gemara dit, en effet, ça dépend. Si aujourd'hui tu peux acheter des fruits beaucoup plus qu'avant, parce que la pièce, elle a une valeur beaucoup plus importante qu'avant, alors tu as 100% raison. Dans ce cas-là, c'est du ribit. Et ce sera interdit. Nachon, ça s'appelle Mehamat Tiva. C'est quoi Tiva? Matbeya. Mehamat Tiva. Dans ce cas-là, tu as raison. Puisque les fruits sont beaucoup plus... tu peux acheter beaucoup plus de fruits avec ça, donc c'est du ribit. Tu as raison. Mais si c'est Mehamat Tara, qu'est-ce que ça veut dire Mehamat Tara? Le sha'ar, c'est-à-dire que le marché, c'est lui qui a baissé. Le marché des fruits a baissé. Rashi explique comment. Comment du coup, il y a eu une chute des prix, qu'aujourd'hui tu achètes beaucoup plus de fruits avec la même somme. Pourquoi? Rashi, le premier de la page, nous dit Mehamat Tara, c'est-à-dire le cours du marché a changé. Comment? Shebaou geshamim venintseu rov tevuot baolam vehuzlu aperot. C'est qu'il y a eu tellement de pluie que la production agricole a été abondante cette année, et c'est ce qui a déclenché le rabais des fruits, c'est-à-dire le prix a baissé. Donc c'est pas parce que les pièces de monnaie ont grandi, mais c'est plutôt parce que les fruits ont baissé de valeur, parce qu'il y en a beaucoup, en fonction de l'offre et la demande. Comme il y a eu un surplus de production, automatiquement, le marché a changé. Alors c'est ce qu'il dit. Si la baisse des prix est liée à l'agrandissement des pièces, alors tu as raison, c'est ribit. Mais si la baisse des prix, c'est pas par rapport au fait que les pièces ont grandi, mais c'est par rapport au marché général, parce qu'il y a eu une grande abondance, l'année a été bénie grâce aux pluies que Akadosh Baruch Hu a envoyées. Alors il n'y a pas de ribit, il doit lui rendre le même montant, bien que les pièces sont plus grandes, mais étant donné que c'est la monnaie courante, ça veut dire qu'on n'achète pas plus aujourd'hui avec les mêmes pièces, c'est-à-dire avec la même monnaie. C'était un Sela qui était petit, aujourd'hui c'est un Sela qui est grand, mais tu achètes exactement la même chose au marché, eh bien dans ce cas-là, c'est pas du ribit, bien que la pièce elle-même est plus grande. Quand est-ce que ce serait du ribit? Que si tu peux acheter plus aujourd'hui que ce que tu pouvais acheter avant. Dans ce cas-là, c'est du ribit. La Gemara ne s'arrête pas là, et elle pose une grande question. Et elle dit Veha kashabah le'inyan naska. La Gemara dit c'est pas vrai. Ok, tu peux pas acheter plus au marché qu'auparavant. Et à ce titre-là, tu dis que c'est pas du ribit. Mais ce n'est pas vrai. Tu devrais considérer que c'est quand même du ribit. Pourquoi? Focalise-toi sur la masse d'argent. Si aujourd'hui, on devait faire fondre ces pièces de monnaie et fabriquer des lingots d'argent. Avant, les pièces de monnaie, elles étaient de 10 grammes. Aujourd'hui, on a doublé, par exemple, 20 grammes ou 30 grammes. Eh bien, si tu vas faire fondre ces pièces d'argent massifs, tu vas pouvoir fabriquer des lingots d'argent qui sont beaucoup plus importants. Donc le lingot d'argent d'avant et le lingot d'argent d'aujourd'hui n'est pas du tout le même. Alors à ce titre-là, tu devrais considérer que c'est du ribit. Comment Rav Hizda a pu dire à Rava que selon Rav, qui avait dit, rappelez-vous, dans l'histoire des pièces de monnaie qui avaient été disqualifiées par le gouvernement et qui ont été remplacées par d'autres pièces. Qu'est-ce qu'avait dit Rav? Qu'il faut donner des pièces de monnaie courante parce qu'il faut réactualiser le remboursement. Alors, qu'est-ce que dit Rav Hizda? Selon Rav, là aussi,
il faut réactualiser le remboursement et rembourser des pièces de monnaie beaucoup plus importantes, car le CELA d'aujourd'hui remplace le CELA d'avant. Mais le CELA d'avant, c'était des petites pièces de monnaie d'argent. Le CELA d'aujourd'hui, c'est des grosses pièces de monnaie d'argent. C'est pas grave, il faut réactualiser. CELA pour CELA. Il dit, mais c'est pas vrai. Il y a quand même un problème de ribit, vu que si tu devais convertir l'argent en lingots, eh bien tu obtiendrais des lingots beaucoup plus importants. Pourquoi tu ne dirais pas que c'est du ribit à ce titre? Même si la valeur est la même. Même si la valeur est la même au niveau de la monnaie, au niveau du marché, en tant que monnaie, c'est-à-dire tu peux acheter, hein, comment? Eh bien c'est que tu peux acheter exactement la même chose. Tu vas au marché, prenons un exemple, 10 slaim d'argent massif, qui étaient des petits CELA à l'époque. Qu'est-ce qu'on achetait avec ça au marché? Eh bien, on achetait 10 kilos, par exemple. Avec un CELA, tu achètes 10 kilos. Aujourd'hui, le CELA, il est plus grand. Et qu'est-ce que tu achètes avec un CELA? 10 kilos. Alors, dans ce cas-là, puisque au niveau de la valeur de monnaie courante, dans la circulation du marché, c'est ça ce que nous retrouvons dans la circulation du marché, des slaim modernes qui ont remplacé les slaim anciens, mais ça ne change rien au niveau du cours du marché. Mais si, en effet, ça avait un impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'agrandissement des pièces, tu peux acheter moins cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un CELA d'aujourd'hui, tu peux acheter 2 kilos au lieu de 1 kilo. Alors là, vraiment, hein, c'est du ribit. C'est ce qu'il lui a dit. Si c'est à cause du matbéa qui a grandi que tu peux acheter plus de fruits, alors là, c'est du ribit. Mais si tu ne peux pas acheter plus de fruits, même si tu vois que le prix a baissé, mais ce n'est pas par rapport à l'agrandissement du volume de la pièce, mais c'est par rapport à l'abondance des fruits dans le monde, car il y a eu beaucoup de pluies qui sont tombées. Et c'est ce qui a fait que maintenant, on a une bracha au niveau du prix du marché. Alors, c'est pas par rapport à la pièce, il n'y a pas de ribit. Il lui a dit, mais quand même, il y a du ribit. Ne parlons pas de ce que tu peux acheter avec cela au marché, mais parlons du volume d'argent. Ce n'est pas le même volume. Il lui a prêté pour un remboursement de, par exemple, 1000 slaim. 1000 slaim, ça pouvait faire un lingot de 1 kilo d'argent. 1 kilo, le lingot, il faisait 1 kilo. Maintenant, tu fais avec ça, tu fais 2 lingots, tu fais 2 kilos d'argent. Comment ça, tu peux dire qu'il n'y a pas de ribit? Mais c'est du ribit. Il lui a prêté un lingot, il lui a remboursé 2 lingots. Si tu vois ça sous forme de lingots, ok, c'est des pièces, mais ces pièces, elles sont convertissables. Tu peux les transformer en lingots et ça te donnera un volume d'argent beaucoup plus massif, beaucoup plus important que ce qu'il lui a prêté. Mazé. Il lui a dit, tu as raison, mais je vais te dire, pas tout à fait raison. Il y a une mesure précise qui est acceptable dans la mesure où, si c'est juste un peu plus, les pièces de monnaie, elles ont été agrandies par le gouvernement et on a mis un peu plus d'argent massif dans les pièces, un peu plus, ce qui ne fait pas le quart. On n'arrive pas à plus du quart. Par exemple, on a rajouté 25%. 25%, un quart. Si on a 25%, alors c'est pas bon. Là, c'est du ribit. Mais si c'est moins de 25% de volume d'argent, alors c'est pas du ribit. Pourquoi? Le Roche explique que quand on va faire fondre des pièces de monnaie pour les convertir en lingots, figurez-vous, déjà on a de la perte. Il y a de la perte. On perd un petit peu en quantité, mais en plus, il faut payer l'orfèvre qui va travailler le lingot. C'est-à-dire, pour faire ce travail, il faut payer.
C'est pas n'importe qui sait y faire. Alors, en fait, ça correspond à 25%. Alors, jusqu'à 24%, c'est acceptable. C'est pas du ribit. Pourquoi? Parce que tu lui as pas rendu un lingot d'argent plus important. Parce que de toutes les façons, il doit payer le fabricant, c'est-à-dire l'artisan, il doit payer l'artisan, et il va perdre aussi un petit peu de la matière, et bien on va retomber sur nos pieds. Comme il va retomber sur ses pieds, c'est pas considéré du ribit. Ça veut dire qu'on va se retrouver d'égal à égal entre les pièces de monnaie d'avant et les pièces de monnaie d'aujourd'hui. Celles d'aujourd'hui sont plus grandes que celles d'avant. Qu'est-ce que tu prétendais? Que, ok, le marché, dans le cours du marché, tu ne vas pas acheter plus de fruits avec. Donc, ce n'est pas du ribit. D'accord. Mais tu dis que c'est du ribit quand même au niveau du volume. Eh bien, ce volume, ce n'est pas du ribit dans la mesure où on est à moins de 25%. À moins d'un quart. Pourquoi? Car si tu venais à convertir les pièces de monnaie, sache que cette conversion te coûterait de l'argent. Et donc, celui qui a reçu n'a pas gagné. Celui qui a reçu n'a pas reçu plus. Donc, il n'y a pas de ribit. Alors, moi, je vous l'ai fait de manière simplifiée. Je vous ai dit 25%, Vézéou. Mais en fait, vous allez voir dans la Gemara qu'il y avait des rabbanim, Rav Huna, Rav Papa et Rav Huna Bered et Rav Yoshua, ils sont allés carrément chez un goy, un arabe, qui avait des pièces de monnaie anciennes et des pièces de monnaie courantes, et ils ont vu chez lui la différence de poids, et ils ont vu que pour fabriquer un lingot, avec des pièces de monnaie actuelles, ça donnerait finalement la même chose. Alors, je vous lis. Elakia de Rav Papa veravuna bere de Rav Yoshua avde uvada bezouze de Agardemis Taïra. Il s'appelait Agardemis, le Ishmaéli, qui était un professionnel du marché, c'est-à-dire c'était un grand commerçant, et il avait des pièces de monnaie anciennes et nouvelles. Ad Asara Bitmania. Ils ont dit jusqu'à 10 pour 8. C'est-à-dire que si aujourd'hui 8 pièces de monnaie, ça fait 10 pièces d'avant, ça veut dire que 8 pièces d'aujourd'hui ont remplacé 10 pièces d'avant, on n'est pas encore à un quart. On n'est pas encore à 7,5. On est à 8. 8 pour 10. 8 pièces actuelles pour 10 pièces anciennes. On n'est pas encore dans le quart, alors c'est encore acceptable. C'est pas considéré ribit. Car comme j'ai dit au nom du roche, c'est qu'il y a ce que ça coûterait pour l'artisan et la perte de la matière pendant la fonte de l'argent massif. C'est ce qui fait que finalement on retombera sur la même somme et donc il n'y a pas de ribit. Le même lingot. Alors voilà les amis, le grumeau d'aujourd'hui est passé. Maintenant, ce qu'on va étudier sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. On va parler maintenant de quelqu'un qui a causé un nézek à autrui, bien qu'à vue d'œil. Ce serait un mazik, quelqu'un qui a causé un dommage et donc, normalement, on devrait le condamner à payer. Étonnamment, on ne va pas le condamner. Pourquoi on ne va pas le condamner? Eh bien, on l'a déjà répété plusieurs fois. Grama bin zakin patour. Patour bedine adam vechaya bedine shamayim. Juridiquement parlant, on ne peut condamner l'endommageur à payer une indemnité à l'endommagé que dans la mesure où le nézek
s'appelle Nezek Beyadaim. C'est-à-dire qu'il a endommagé directement. Mais si le dommage n'est que la résultante d'une action qui va causer indirectement un dégât, ça, c'est pas considéré comme un dommage qui est condamnable au Beddin. C'est uniquement vis-à-vis du ciel qu'il lui doit. Mais juridiquement parlant, c'est-à-dire au Beddin, on ne peut pas le condamner. Parce que c'est un dégât indirect. Grama, bin zakin, patour, bedine adam, chayav, bedine shamayim. Alors là, on va étudier 4 cas, 3 qu'on va étudier aujourd'hui, et bien Azrat Hashem le 4e demain. Commençons. Alors, une fois de plus, je répète, âme sensible, s'abstenir, ne soyez pas choqués. Amar Rabba, première halakha. Rabba nous enseigne, Hazorek Matbeya Shel Havero, la Yamagadol, Patour. Celui qui a jeté une pièce de monnaie dans l'océan, une pièce de monnaie qui appartenait à son voisin dans l'océan, il est patour. Alors Réhouven est là, il jette une pièce de monnaie de Shimron dans la mer et il est quitte. Il n'est pas condamné par le Beddin. Pourtant c'est direct là. Pourtant c'est direct. Comment peut-on dire que c'est indirect? Je comprends votre émotion. Je la partage. Alors, écoutez ce que dit Rashi. Rashi dit déjà, regardez, Azorik matbea shel chavero bayam afalgav shen yachol litlo. Rashi, il enfonce le clou. Alors lui, il nous choque encore plus. Il dit même si le bonhomme, c'est pas un nageur sous-marin, et malgré tout, il ne peut pas aller chercher. Malgré tout, il est patour. Patour? Alors Rashi a compris qu'on est choqué. Il a pitié de nous. Il anticipe ce que la Gemara va expliquer. Mais déjà, il dit une chose comme ça. De lo shakle biade, el a de adie, shaita biyad be'alim, ve'ikauzet ahat yado, ve'niteza layam, ho'ilu tzlu limhem ve'kahazuleh, amar le hamanach kamar ve'ena avoda. Regardez-moi ça. Rashi nous dit que on ne parle pas du cas de quelqu'un qui a pris la pièce dans sa main et l'a jetée dans la mer. On parle du cas de quelqu'un. Par exemple, je reprends le cas de Réhouven. Réhouven avait dans sa main une pièce. Elle était comme ça, sur le pont d'Avignon. Il avait étendu sa main. Et qu'est-ce qu'il fait son copain? Méchamment, il lui tape en dessous. C'est ce qu'on appelle de l'humour noir. Et la pièce, elle tombe à l'intérieur de la mer. Regardez la chutzpah, l'insolence de ce bonhomme. Et la Gemara le justifie. La Gemara dit, il est patour. Il n'a pas besoin de lui payer, de lui rembourser la pièce de monnaie. Après qu'il lui ait fait ça, qu'il ait tapé sur la main, qu'il a fait tomber dans l'eau, dans la mer, il est patour. Pourquoi? Écoutez la chutzpah. Il lui dit, Hamanach kamach. Voilà, la pièce de monnaie, elle est devant toi. Elle est dans la mer. Elle est dans l'eau. Va la chercher. Et la Gemara dit patour. Elle est bonne. La Gemara va tout de suite expliquer. Vehane mile. Pardon, d'abord la phrase entière, comment il lui a dit le Hatsouf. Il lui dit Hamanach kamach ibaït shakle. Voilà la pièce, elle est devant toi. Si tu veux, va la chercher. La Gemara dit qu'en effet, il peut être patour. Hanemile bitzlulin de kahazele. Aval achurin de lo kahazele lo. Dans quel cas il serait en effet acquitté, dispensé de payer, de rembourser la pièce, dans la mesure où l'eau est limpide. Limpide comme l'eau de roche. Tu la vois, la pièce. Mais si l'eau est trouble et tu ne vois pas la pièce, non.
Et aussi, c'est seulement s'il lui a donné un coup sous la main, il a fait sauter la pièce. Mais s'il avait pris la pièce de la main, il l'a jetée dans l'eau, dans ce cas-là, il est hayab. Pourquoi? Non, dans les deux cas, c'est direct. Dans l'un et dans l'autre. Tac, tac. Oui, mais qu'est-ce que ça change? Comment, déjà, on peut appeler ça indirect? Vous avez été super gentil envers moi, vous êtes hyper sympa ce matin. Vous auriez dû me dire, c'est quoi ça indirect? Mais c'est direct. Il lui a donné un coup sur la main, c'est direct. Comment tu peux appeler ça indirect? Mais comme vous êtes super calme ce matin, vous ne m'avez pas posé la question. Mais sinon, qu'est-ce que ça veut dire ça indirect? C'est du super direct. Boum! Et il envoie la pièce dans la mer. Mais on va voir dans quelques secondes. La Gemara dit, Adi Adouye, il a éjecté en frappant sous la main. Mais si Chaklet, s'il avait pris dans sa main et ensuite il a jeté dans la mer, là c'est sûr qu'il est hayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle voler. Gezela. Là, il est mazik. Dans le cas où il a donné un coup sous la main, ça s'appelle endommageur. Mais dans le cas où il a pris avec sa main la pièce, ça s'appelle voleur. Quelle est la différence entre un voleur et un mazik? Voleur, il n'y a plus ni Grama Binzaki, ni rien du tout. Il n'y a plus aucun justificatif. Dès qu'il a volé, il est responsable de tout, de A à Z. Dès qu'il est voleur, il est responsable. Imaginons par exemple, le bonhomme a volé. Il a volé une voiture. Et il y a eu de la foudre. Il y a eu une tempête, il y a eu de la foudre. La foudre, elle a incendié la voiture. Est-ce qu'il peut lui dire, c'est pas de ma faute? Moi, je voulais te la rendre, mais il y a eu catastrophe naturelle. Est-ce qu'il peut lui dire ça? Non, car à partir du moment où il a volé, toute la responsabilité lui incombe par rapport à tout ce qui pourrait arriver, même s'il n'est pas fautif, car il est voleur. Et le voleur est responsable de tout. En l'occurrence, pourquoi il n'a pas le statut de voleur pour être responsable de tout? Car il n'a pas pris dans sa main. Il a juste donné un coup sous la main. Donc il est mazik. Il n'est pas gazlan. D'accord. Mazik, c'est là où on arrive à la différence entre Grama bin Zakin ou Mazik Beyadaim. Mazik direct ou indirect? Direct, Haya, indirect, Patour. Mais les amis, ok, tu dis que l'eau est limpide. Limpide comme l'eau de roche. Mais pourquoi tu appelles ça indirect? Mais c'est du direct. Parce que c'est la main de l'autre qui l'a envoyé dans l'eau. Non, c'est la force de la deuxième main. Car lui, il avait sa main, la pièce ne tombait pas. S'il ne lui avait pas donné un coup, c'est la force du coup. Donc c'est direct. Vous comprenez? C'est la force du coup. C'est direct. C'est comme quelqu'un qui envoie une flèche. On va dire, ouais, mais c'est pas moi, c'est la flèche. Ouais, mais c'est ta force qui a envoyé la flèche. Donc c'est direct. Alors, la Gemara explique ainsi. Pourquoi c'est considéré comme étant Grama? Pourquoi c'est pas considéré comme étant Mazik Beyadaim? Pourquoi c'est indirect? Rashi, très joliment, nous dit la chose suivante. Puisque l'eau est limpide et on voit la pièce, Amarle Hamanach Kamach, voici la pièce est devant toi, mais Ena Avuda, elle n'est pas perdue. Oui, mais pour aller la chercher, le bonhomme, lui, il ne sait pas nager, il ne sait pas faire du sous l'eau. Ve'im mishum debae limitav zuza le baramora le mishad ve le mishkele gramahu shegorem le'afsido tosachar ou grama binzakin pato. Rashi donne une idée ingénieuse. Il dit en fait, ce monsieur-là, s'il savait nager et s'il savait faire du sous l'eau, il aurait pu aller chercher la pièce. Donc la pièce n'est pas perdue. Il n'y a pas de dommage. Seulement maintenant, lui, il ne sait pas nager et il ne sait pas faire du sous l'eau. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir payer un sous-marin pour aller chercher la pièce. Ça coûte de l'argent. On a trouvé maintenant un nageur qui fait du sous l'eau avec son oxygène, avec sa bouteille derrière le dos et ainsi de suite. C'est beaucoup d'argent. Alors, ça s'appelle Grama, car il lui a causé une perte d'argent. Il lui a causé de payer
le sous-marin pour aller chercher la pièce. Ça veut dire qu'il lui a causé une perte d'argent. Ça s'appelle une perte indirecte. Car la pièce elle-même, elle est récupérable, elle n'est pas perdue. La pièce elle-même, étant donné qu'elle est dans de l'eau limpide, et elle est visible, et elle est accessible, seulement elle n'est pas accessible pour un lambda, mais elle est accessible pour un professionnel. Seulement ça coûte de l'argent que de louer les services d'un professionnel. Cette perte d'argent, c'est une perte indirecte. Donc il ne lui a pas fait perdre la pièce, il lui a fait perdre l'argent qu'il va devoir débourser pour aller chercher la pièce. Mais la pièce, elle est là. Amanach kamach. Voici, la pièce, elle est devant toi, va la chercher. C'est pas très profond, hein, parce qu'à moins de 2 mètres, on voit la pièce. Si c'est plus de 2 mètres, on ne voit plus la pièce. Elle est à 3,50 mètres. On ne voit plus la pièce. Non, il a une loupe. L'eau, ça grossit en plus. Bon. D'accord. En tout cas, alors, même à 2 mètres, lui, il n'est pas capable de faire du sous l'eau à 2 mètres. Lui, il n'est pas capable. Il faut chercher quelqu'un qui sait faire du sous l'eau. Lui, il ne sait pas faire. Donc, il faut payer. Eh bien, voilà. Si, par contre, on ne voit pas la pièce, alors même quelqu'un qui s'est perdu sous l'eau ne l'aurait pas trouvé. Dans ce cas-là, elle s'appelle perdue. Donc, c'est un ézek direct. Il devra lui payer la pièce. Parce qu'elle est perdue. Avec le coût qu'il a donné, il lui a perdu directement la pièce. Dans la même condition, il n'a pas pris la pièce, il l'a jetée là. Même s'il n'a pas pris la Donc pièce. ça rejoint le fait d'avoir. Ouais, mais ça s'appelle Mazik Beyadaim. Quand est-ce que c'est pas Mazik Beyadaim? Que si la pièce est visible. Et elle est récupérable. Il faut juste payer de l'argent. Alors là, ça s'appelle une perte indirecte. Mais si immédiatement on l'a perdu de vue, donc elle s'appelle irrécupérable. Donc là, ça s'appelle Mazik Beyadaim. Et là, il devra lui payer un remboursement, une indemnité. La Gemara dit, c'est bizarre ce que tu me dis là. Tu es en train de me dire que puisque c'est possible d'aller chercher la pièce grâce à un nageur qui sait faire du sous l'eau avec ses palmes et sa bouteille d'oxygène, il va aller chercher la pièce. Tu me dis que c'est pas du mazik, la pièce, elle est considérée comme étant encore là. Alors pourquoi on a appris de par ailleurs qu'on ne peut pas faire le hiloul du Maaser Sheni sur une telle pièce? Vous vous rappelez, même hier déjà on en a parlé, on a rappelé ça à maintes reprises, que après avoir prélevé la terouma des fruits d'Eretz Israël, il faut aussi prélever le Maaser Rishon qu'on doit donner au Lévi, et un deuxième Maaser, deuxième dîme, qu'on mange à Yerushalayim. Les fruits du Maaser Sheni qu'on mange à Yerushalayim, c'est parce que les fruits sont sacrés. Cette sainteté, elle est transférable sur de l'argent. Si par exemple les fruits sont trop lourds ou Yerushalayim c'est trop loin pour apporter ces fruits là-bas, alors on peut transférer la sainteté des fruits sur de l'argent. Cet argent sera apporté à Yerushalayim et on va acheter des produits alimentaires qu'on consommera là-bas à Jérusalem. Eh bien, la Torah qui a permis ce hiloul, c'est-à-dire désacralisation des fruits en transférant la kedusha sur de l'argent, on apprend dans une braïta que c'est uniquement si la pièce de monnaie, elle est accessible. Mais si la pièce de monnaie n'est pas accessible, c'est très difficile d'y avoir accès. Par exemple, si la pièce de monnaie elle est en Australie, eh bien on ne peut pas transférer la kedusha de l'argent. La kedusha des fruits sur de l'argent qui se trouve au lointain. Alors, lisons. La braïta. Metiv Rava. Rava pose la question en citant la braïta suivante. Qu'est-ce qu'elle dit? En mehalelin al ma'od shenan birshuto. On ne peut pas faire le hiloul des fruits sur de l'argent qui n'est pas en sa possession, dans son domaine. Ketzad. Comment par exemple? Ayulo ma'od be Castera. Il avait de l'argent dans la ville de Castera. C'est comme tu dirais aujourd'hui en Australie. O be Haramelech. Haramelech, c'était aussi des villes lointaines. Yann, qu'on appelait Tourmalka, en Eretz Israël. Au Shenafal Kiso, la Yamagadol.
Ou bien par exemple, si sa pochette d'argent est tombée dans la mer. En mehalelin. On ne peut pas désacraliser les fruits en transférant leur sainteté sur cet argent. Donc tu vois que dans la mer, c'est considéré comme de l'argent qui n'est plus dans sa possession. C'est un birshuto. Alors pourquoi tu dis que c'est pas un nezek, c'est pas un dégât direct? D'accord, mais même si c'est provisoire, mais pour l'instant, on voit que il peut pas faire hiloul là-dessus. C'est un birshuto. Oui, mais il pourrait envoyer un sous-marin. Il faut qu'il la récupère, il peut faire avec, non? Ouais, mais maintenant, à l'heure qu'il est, il peut pas. Pourquoi il peut pas? Pourtant, la pièce, on devrait considérer que la pièce, elle est là. Quel est le problème de cette pièce? Alors la Gemara dit comme ça, qu'en fait, voilà la réponse. La Gemara dit, c'est différent. Maaser Sheni, que de Rahamana Amar, Amaraba. Rabba répond, Sha'ane le'inyan Maaser, c'est différent pour l'histoire du Maaser Sheni, de Ba'inan Matsui beyadecha, de Rahamana Amar vetzarta kesef beyadecha, veleka. C'est-à-dire, il dit, il y a une différence entre Mazik et Maaser Sheni. Mazik, on est considéré Mazik que si vraiment la pièce elle est irrécupérable. Mais pour le Maaser Sheni, ça ne suffit pas qu'elle soit récupérable. Il faut qu'elle soit vraiment sous ta main. D'où on apprend du pasuk Vetzarta kesef beyadecha. Tu prendras l'argent dans ta main. Ça veut dire que l'argent, il faut qu'il soit à portée de main. Si tu as besoin d'aller chercher un nageur qui fasse du sous l'eau et lui payer pour aller chercher la pièce, ça ne s'appelle pas que la pièce, à l'heure actuelle, est déjà sous ta main. Elle n'est pas dans ta main. Tu peux aller la récupérer, mais pour l'instant, elle est lointaine. C'est exactement comme elle est en Australie. Tu peux. C'est pas infaisable. Mais ça ne s'appelle pas à portée de main. Encore une halakha choquante. Ve'amar Rabba. Ashaf madbeya shel havero patour. Maïtama de halo avad ve'lamide. Quel est le din si quelqu'un a rendu la pièce de monnaie de l'autre, il a rendu plate. C'est-à-dire, il y avait une effigie, c'est ce qui donnait à cette pièce une valeur de monnaie. Maintenant, ce n'est plus une monnaie qui peut circuler dans le marché, car il a aplati et aplani la pièce. Désormais, il n'y a plus d'effigie. Donc maintenant, il ne peut plus aller acheter avec. Est-ce qu'il doit maintenant lui payer le prix de cette pièce? C'est-à-dire, comme tout endommageur, tout mazik doit payer une indemnité. Il doit rembourser au nizak, à l'endommagé, le prix de l'objet abîmé. Alors là aussi, il aurait dû payer. Et pourtant, choquant, étrange, on te dit, il n'est pas tôt. Il ne paye pas. Mais attention, quand est-ce qu'on dit qu'il est pas tour? C'est seulement si le volume de la pièce est le même. C'est-à-dire que, combien ça pesait? 10 grammes? Cette pièce, elle pèse toujours 10 grammes. Parce qu'il a donné un coup de marteau dessus et il a juste aplati. Donc, on a toujours le même volume, le même grammage. Simplement, c'est que la pièce a perdu son âme. C'était quoi l'âme de cette pièce? C'est c'était l'effigie. Elle était monnaie courante grâce à cela. Et maintenant, il ne peut plus rien faire avec. Mais, au niveau de la matière, pas au niveau de la forme, au niveau de la matière, c'est la même matière. Alors, maintenant, il est pas tour. Il lui a causé indirectement. C'est que maintenant, il ne pourra pas acheter avec. Mais, au niveau du nezek, il n'y a pas un nezek direct. La Gemara dit, c'est seulement s'il a donné un coup de marteau. Mais s'il a utilisé une lime, et il a limé, donc, il a limé l'effigie, donc maintenant il a
enlever de la matière. Il y avait 10 grammes d'argent, maintenant il y a 9 grammes. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est hayav. Il y a ceux qui veulent expliquer que pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré comme un mazik beyadaim, pourquoi c'est considéré comme un gramma. Alors ils veulent dire exactement comme précédemment. Vous vous rappelez dans l'histoire de la pièce de monnaie qui est tombée dans la mer, mais que l'eau était limpide et la pièce était visible et qu'elle était récupérable. Le seul problème, c'est qu'il fallait payer un professionnel de la natation pour aller chercher la pièce sous l'eau. Eh bien, on avait dit que ça, c'est que gramma, c'est indirect. La pièce, elle est là, elle est devant lui. Simplement, c'est qu'elle n'est accessible que s'il payait de l'argent. Donc maintenant, il va devoir payer pour récupérer sa pièce. Ça s'appelle un nézek indirect. Il lui a causé de débourser de l'argent pour récupérer sa pièce. Mais la pièce, elle est toujours là. La même chose. Pour rendre une effigie à cette pièce, il faut retourner chez l'orfèvre, aller chez l'artisan et réparer la pièce. Au niveau de la matière, rien n'a changé. On a exactement les 10 grammes d'argent. C'est juste l'effigie. Et l'effigie, pour lui redonner à cette pièce son effigie, eh bien, il faut payer un artisan. Alors, ce qu'il va devoir payer, ça s'appelle gramma. Ça veut dire qu'il lui a causé indirectement la perte d'argent pour aller payer quelqu'un qui va réparer. Quand est-ce que c'est considéré un Nezek Biyadaim? Que si réellement la matière elle-même a été limée, la matière elle-même a été abîmée, il n'y a plus de la même matière. Mais si on a la même matière, il faut juste redonner une forme, reformater la pièce, ça c'est considéré un Nezek indirect. La Gemara dit, c'est bizarre ce que tu me dis. Mativ Rava. Rava pose la question à Rabba. Rava avec Aleph pose la question à son maître, Rabba avec He. Et il lui dit, comment Rabbi vous pouvez dire une chose pareille? Pourtant, il est écrit, Hikaou al-aino v'simme'a, al-ozno v'chersho, aved yotse ba'em la-hirut, keneged aino v'eno ro'e, keneged ozno v'eno shomea, en aved yotse ba'em la-hirut. Vous dites que si, au niveau de la matière, il n'y a pas eu de changement, c'est juste au niveau de la forme qu'il y a eu changement, on considère que ce n'est pas un vrai Nezek. Si c'est comme ça, comment se fait-il que lorsqu'un Adon a rendu aveugle son Eved, par exemple, le maître a crevé l'œil de son Eved Kenaani, il part en liberté. Il a rendu sourd, il part en liberté. Qu'est-ce qu'il a fait par exemple? Il lui a donné un coup sur l'oreille, et il a rendu sourd. Un coup sur l'œil, il a rendu aveugle. Concrètement, la forme du Eved, elle n'a pas changé. Il a juste perdu la vue. Il a juste perdu l'audition. Donc tu vois que même si il n'y a pas eu de changement physique, le fait qu'il n'y a plus l'âme de la chose, eh bien ça s'appelle un Nezek. La Torah elle-même considère que l'esclave il part en liberté. Ça veut dire que on ne se réfère pas qu'à la matière. C'est pas parce que c'est la même matière, voilà, tu as toujours un Eved devant toi, avec 2 yeux, avec 2 oreilles, alors voilà, c'est bon, tout va bien. Quand est-ce qu'il partirait en liberté? Que s'il a pris un couteau qui lui a enlevé l'œil de l'orbite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même s'il a rendu aveugle, et l'œil c'est le même œil, malgré tout, il part en liberté. L'oreille est toujours la même oreille, malgré tout, il part en liberté. Ça veut dire que c'est un Nezek. Alors là aussi, la pièce n'a plus l'effigie. Donc cette pièce-là, même si au niveau de la matière, c'est la même matière, mais elle n'est plus une monnaie courante.
Donc le Nézek est un Nézek qui est considéré comme tel, c'est un Nézek Beyadaim. Comment tu appelles ça Grama Benzakin et tu le rends patour? Quelle différence y a-t-il entre la pièce de monnaie à laquelle on a donné un coup de marteau et on a aplati l'effigie, il n'y a plus d'effigie, mais tu me dis, c'est bon, il reste la même matière. Quelle différence avec le Hevel Kenaani? Aussi, tu lui as donné un coup sur l'oreille ou sur l'œil. Pourquoi il part en liberté? Tu devrais dire, mais voilà, l'oreille est là. Mais voilà, l'œil est là. Et on ne me dit pas ça. Rabat l'état, mais Rabat, la Gemara dit que la réponse de Rabat, elle est facile. Comment? Rabat lui-même, de par ailleurs, a dit, Dama Rabat, Hersho le aviv neherag, mipene she'i efshar le harisha belo habura, de tipta de dama naflatle be'une. C'est-à-dire, Rabat a dit que nous connaissons la règle qu'un fils qui aurait Hazve Shalom frappé son père, s'il lui a causé une blessure, il est Hayav Mita, il est condamné à mort. Quel est le din s'il a donné un coup sur l'oreille de son père et il l'a rendu sourd? Eh bien, il est condamné à mort selon Rabat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible qu'il soit devenu sourd si à l'intérieur de l'oreille interne, il n'y a pas eu un écoulement de sang. C'est-à-dire que il y a eu un vaisseau qui a été rompu et il y a eu du sang qui a coulé à l'intérieur. Donc même au niveau de la matière, il y a eu changement. C'est comme si on a pris une pièce et qu'on a limé. Eh bien, il y a une partie de la matière qui a été enlevée. Là aussi, une partie du sang de son père qui a été retirée. Car pour devenir sourd, il faut qu'il y ait eu un éclatement de veine à l'intérieur. Donc, cet éclatement de vaisseau sanguin a fait qu'il y a eu du sang qui a coulé. Donc, le corps de son père a été diminué. Donc, c'est pour ça qu'on considère que là, celui qui a rendu son Evet Kenaani sourd, ne me dit pas qu'il n'y a pas eu de changement de matière. Voilà, l'oreille est là. Oui, l'oreille est là. Mais à l'intérieur de l'oreille interne, il y a une partie qui a coulé, qui a disparu. Enfin, pour aujourd'hui, troisième et dernier hidouche de Rabat. Ve'amar Rabba hatsorem ozen parato shel havero patour. C'est-à-dire, nous savons que pour faire un korban, il faut que la bête soit parfaite. Quel est le din si quelqu'un a coupé, par exemple, avec des ciseaux, il a fait une fente dans l'oreille de son voisin, dans l'oreille de la vache de son voisin. La bête de son voisin, elle était sacrifiable, mais maintenant elle n'est plus sacrifiable. Pourquoi? Parce que Réhouven a pris des ciseaux et il a coupé, il a fait une petite coupure, juste une fente. Il n'a pas coupé l'oreille entièrement, juste une fente, un pgam. Dans la longueur de l'oreille, tac, il a coupé. Est-ce qu'il doit lui payer maintenant un dédommagement par rapport à cette perte de valeur? Parce que maintenant, elle n'est plus sacrifiable. Eh bien, malgré tout, Rabat va nous choquer. Il va dire patour. Maïtama, para kede kaima kaima, de lo avad velo midi, de kuleu shvarim lav legabe misbeach kaime. C'est-à-dire, la vache, c'est la même. Avec une petite coupure à l'oreille ou pas, c'est la même. La majorité des bœufs, la majorité des bêtes ne sont pas censés être sacrifiés. Ça peut arriver que quelqu'un veuille offrir un sacrifice ou il est khayab. Mais la majorité des bêtes, elles ne sont pas destinées, réservées au misbeach, n'est-ce pas? Donc si on va d'après la majorité des bêtes, eh bien, ce monsieur ne lui a pas fait du tout de nezek, même s'il lui a coupé un petit peu l'oreille et lui a fait un défaut
qui la disqualifie par rapport au misbéach, ça ne s'appelle pas une perte d'argent, car la valeur d'argent qu'a une bête pour son propriétaire, c'est lui faire la shrita et la manger. Ou bien, si c'est un bœuf, pour tirer la charrue. C'est pas parce qu'il lui a coupé une petite fente dans l'oreille que ça va changer quelque chose. Donc la valeur de la bête, elle est toujours là. Ce n'est que par rapport au misbéach qu'il y a eu maintenant perte de valeur. L'autre lui dit, mais moi je voulais justement la sacrifier. Moi je voulais la sacrifier. Alors ça s'appelle Grama bin Zakin Patour. Par rapport à cet homme qui voulait la sacrifier, pour lui maintenant il va devoir aller acheter une autre bête. Donc il lui a causé une perte d'argent parce qu'il va devoir ouvrir son porte-monnaie et aller acheter une bête. Ça s'appelle Grama bin Zakin Patour. C'est pas direct, c'est indirect. Car on ne se réfère pas à l'homme d'exception, on se réfère à la majorité de la société. Et pour la société, ça ne s'appelle pas un nezek, vu que la majorité des bêtes ne sont pas destinées au misbéach. La Gemara dit, ah bon, c'est étrange ce que tu dis. C'est qui pose toujours les questions à son maître? Rava avec Aleph, Arabba avec E. Il dit, ah bon, Rabbi, comment vous pouvez dire une chose aussi étrange que la disqualification par rapport au korban, c'est pas considéré une perte d'argent directe. Pourtant, Metiv Rava, il est écrit dans une braïta, Haose melacha bemehatat ou beparat hatat patur medine adam chayav bedine shamaim. Melacha ou de lo minkar ezeka aval atsorem de minkar ezeka achinam de michayav bedine adam. Il lui dit, nous avons une braïta qui dit qu'en effet, il existe un cas où une personne a causé un nezek à l'autre et malgré tout il est patour. Par exemple, quelqu'un qui s'était fatigué pour acheter une para adouma. D'accord? Où il a payé très cher une para adouma. Ça coûte très cher. Vous connaissez l'histoire de ce goy qui a vendu une vache rousse au Hachamim. À quel prix? Au prix du diamant. Parce que l'année précédente, ils sont venus pour acheter une pierre précieuse pour le Urim et Tumim, ce qui manquait sur le pectoral du Kohen Gadol. Et lui, le diamantaire, n'a pas voulu réveiller son père qui dormait et qui avait sous l'oreiller la clé du coffre-fort. Et par considération et cavote pour son père, il a renoncé à ce marché. Un bénéfice important. J'vaux l'a récompensé, il a fait naître chez lui, dans son troupeau, une vache rousse. L'année suivante, les Hachamim sont venus acheter cette vache rousse et il leur a fait payer le prix du diamant qu'il ne leur avait pas vendu l'année précédente. Donc une vache rousse, c'est beaucoup d'argent. Et il y en a un qui a une vache rousse. Qu'est-ce qu'il a fait, le voisin? Figurez-vous, il lui a fait porter un fardeau à cette vache rousse. Et vous savez que quand on fait faire un travail à une vache rousse, eh bien ça y est, elle est disqualifiée. Elle est inapte au Beth Amikdash. On ne peut plus maintenant l'utiliser pour asperger celui qui est impur. Alors lui, le pauvre, il avait maintenant une vache rousse qui coûtait 1 million de shekels, et l'autre, il a fait travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 10 000 shekels. D'accord? Alors, c'est une perte d'argent terrible. Et pourtant, patour. Il est écrit, il ne payera pas. Patour. Pourquoi il ne paye pas? Hezek she'eino nikar. Ce n'est pas visible. Est-ce que la vache, elle a changé? Elle n'a pas changé. C'était une vache rousse, c'est resté une vache rousse. Rien n'a changé physiquement. C'est spirituellement parlant qu'il y a eu un changement. C'est au niveau de l'aptitude à être paradouma ou pas. Ou être métaheret. Ou encore, quelqu'un qui avait de l'eau où on a mélangé dedans des cendres de la vache rousse. Ces eaux-là ne doivent pas être utilisées pour un travail quelconque. Et qu'est-ce qu'a fait le voisin? Il a pris l'eau et il a travaillé avec, il a fait un travail avec. D'accord? Mais l'eau est toujours là. Vous voulez savoir quel genre de travail? Il a lavé les légumes. Pas mal. Il a lavé les légumes avec
il a trempé dedans des légumes, mais l'eau est toujours là. Mais imaginons par exemple imaginons qu'il avait une balance. D'un côté de la balance, il a mis un verre d'eau de paradouma. Et de l'autre côté, il a mis par exemple de la viande ou autre, ou un fruit. Il a voulu peser. Ça s'appelle la subomelacha. Il a fait un travail avec l'eau. Ça y est, l'eau est disqualifiée. Il ne pourra plus l'utiliser pour asperger un homme qui était impur. On révère à Botaï, ce qui veut dire que cet homme, pourquoi il est patour? Parce que le Hezek est non Ika. Regardez la déduction que fait Rava. Rava dit, toute la raison pour laquelle la Braïta a dit qu'il est patour, c'est parce qu'il a fait une melacha. Melacha, c'est un Hezek chez non Ika. Un travail ne laisse pas de traces. Si tu as fait travailler la vache rousse, ou bien, comme j'ai dit, tu as pris cette eau-là pour peser avec, eh bien, il n'y a aucune trace dans l'eau. Et malgré tout, excusez-moi, malgré tout, elle est disqualifiée. C'est pour cette raison que il n'est pas tout. Mashma, que si ça laissait une trace, eh bien, il serait hayab. En l'occurrence, il a coupé l'oreille de la vache. Il a fait une fente. Il y a une trace. Il y a une trace. Même s'il n'a pas coupé entièrement, mais on voit qu'il y a une coupure. Donc c'est une disqualification de la bête pour le misbéach. Elle n'est plus sacrifiable. Mais par rapport à quelque chose de physique, c'est pas métaphysique. Alors pourquoi tu as dit patour? A priori, de cette braïta, on devrait déduire qu'il est chayav. Il lui a répondu, Amré, Ouadin de afilo sovem patour. Hakamashmalan de afilo melacha de lomin karezeka hayab edine shamayim. Behemet, il n'y a pas de différence entre visible ou pas visible. Même si c'est visible, comme dans le cas où lui a coupé l'oreille, c'est visible, on voit la fente. Mais malgré tout, il est patour. Alors pourquoi la Braïta n'a parlé que d'un problème invisible à Saba Melacha? C'est pour te dire le hidouche inverse. Que bien que ce soit invisible, et il est patour Bedine Adam, mais il est Chaya Bedine Shamayim. Grama bin Zakin, patour Bedine Adam, aval Chaya Bedine Shamayim. C'est l'al-chidouche. Lorsque c'est physique et que il a été gorem un nezek et que ce nezek-là, en effet, est visible et qu'il a été gorem un nezek qui soit chaya bedine shamaim, c'est plus ou moins compréhensible. Mais quand c'est complètement invisible, on aurait pu penser qu'un grama bin zakin pareil, il n'est pas tour, pas seulement Bédiné Adam, mais il n'est pas tour à Philo Bédiné Shamaim, car c'est totalement invisible. C'est pour cela que la Braïta a précisé à Saba Melacha, bien que ce soit invisible, et qu'il n'est pas tour Bédiné Adam, mais il est Hayab Bédiné Shamaim. Si tu veux t'acquitter vis-à-vis du ciel, c'est pas parce que le tribunal terrestre ne peut pas te condamner juridiquement que quand tu arriveras après 120 ans, tu seras fier de toi-même. Sache que là-haut, tu vas devoir rendre des comptes. Alors, si tu veux vraiment t'acquitter, même vis-à-vis du ciel, alors paye, rembourse, donne une indemnité à cette personne que tu as lésée, même si c'était indirect. Indirect, c'est que par rapport au tribunal terrestre, ils ne peuvent pas te condamner. Mais le tribunal céleste va te condamner après 120 ans, c'est dommage. Alors, va payer et obtiens le pardon de cette personne que tu as lésée, et comme ça, tu seras tranquille et quitte totalement, même pour l'éternité.